glucose après dérivation gastro-duodénale en Y, gastrique bypass, diversion biliaire, un tas de choses. Allez-y, il faut nous parler de ça. Alors, bonjour à tous. Alors, je tenais à remercier l'Académie nationale de chirurgie de me donner l'opportunité de présenter mes travaux de recherche qui s'intitulent pour modulation de l'absorption intestinale postprandiale du glucose après Y gastrique bypass chez le Lumipor. Donc, ces travaux ont été réalisés donc, à Lille dans le laboratoire INSERM 1190 sous la direction du professeur François Patou. Alors, bon, le diabète, l'obésité sont des problèmes majeurs de santé publique, du fait de l'augmentation drastique de leur prévalence dans le monde. Et actuellement, finalement, le traitement le plus efficace reste la chirurgie dans le traitement de l'obésité sévère qui permet une perte de poids prolongée, significative, au long cours. Donc, parmi les différentes interventions chirurgicales qui ont été décrites là, depuis une quarantaine d'années, le gastrique bypass que vous voyez ici représenté à gauche est l'intervention la plus efficace au long cours. Donc, en quoi consiste le gastrique bypass? C'est une intervention chirurgicale qui consiste à réduire le volume de l'estomac par un agrafage. Ensuite, on va aller sectionner le jéjunum proximal à peu près 70 cm de l'angle de Treitz. L'anse distale va être ascensionnée et anastomosée à la petite poche gastrique, qui va former ainsi l'anse alimentaire, dans lequel va circuler le bol alimentaire. Et on va rétablir ensuite la continuité digestive en une anastomose jéjuno-jéjunale située à peu près 1,50 m de l'anastomose gastro-jéjunale. Donc on décrit 3 anses, l'anse alimentaire, l'anse biliaire qui va conduire les sécrétions biliaires, gastriques et pancréatiques, et enfin la réunion des deux, l'anse commune. Donc au-delà de l'effet sur le poids, un des effets notables du gastrique bypass, c'est sur l'amélioration de l'homéostasie du glucose. Comme vous pouvez voir ici sur cette méta-analyse qui est certes ancienne mais qui fait référence, notamment de Buchwald, qui montre qu'après gastrique bypass, près de 80% des patients diabétiques de type 2 vont être en rémission à 2 ans. Donc il y a de très nombreux mécanismes qui permettent d'expliquer cette amélioration majeure de l'équilibre glycémique après la chirurgie. Et ces mécanismes surviennent relativement tôt, comme vous pouvez voir sur la courbe en bas à droite, puisqu'elle survient dans les jours qui suivent la chirurgie. Et donc il y a des mécanismes qui sont là très, très précocement après l'intervention chirurgicale, qui sont bien évidemment indépendants de la prise de poids. Donc dans le laboratoire, nous avons développé un modèle de gastrique bypass chez le Lumipor. On a choisi le Lumipor parce que d'abord c'est un gros animal qui permet finalement de reproduire assez facilement les techniques chirurgicales que celles effectuées en pratique clinique. D'autre part, il a un régime omnivore, une physiologie qui est très proche de l'homme. Donc on a réalisé plusieurs études préliminaires afin de valider le modèle de gastrique bypass qui est ici réalisé chez un Lumipor non obèse, non diabétique. Et dans ce modèle, on a pu montrer que comme chez l'homme, le fait de les opérer d'un gastrique bypass entraînait une augmentation de la sécrétion de GLP-1 que vous avez représenté sur la courbe à 10 jours puis à 1 mois. Donc le GLP-1, c'est une hormone qui est sécrétée par l'intestin qui va venir stimuler les îlots pancréatiques et donc restaurer la sécrétion d'insuline. Et dans une étude plus récente, par cette année dans IGO, on a aussi montré que le gastrique bypass chez le Lumipor reproduisait les modifications au niveau des acides biliaires qui sont augmentés après gastrique bypass. L'objectif de mon travail, finalement, était de préciser donc, le rôle des différentes anses intestinales que vous avez ici représentées, l'anse alimentaire, l'anse biliaire et l'anse commune, dans les mécanismes d'absorption du glucose, de sécrétion d'insuline et de GLP-1, donc dans notre modèle de gastrique bypass chez le Lumipor non obèse et non diabétique. Alors, il est très difficile chez l'homme ou même chez le rat de finalement décomposer ces anses, puisque comme on sait, quand on mange, le bol alimentaire passe très rapidement dans l'intestin, en quelques minutes. Et donc, du coup, on a mis en place des expériences physiologiques qui consistaient à séparer l'anse alimentaire et l'anse commune chez des Lumipor opérés d'un gastrique bypass à 1 mois de la chirurgie. Donc pour cela, on mettait un clan au cours d'une courte laparotomie, juste au-dessus de l'anastomose jéjuno-jéjunale, afin de séparer l'anse alimentaire de l'anse commune. Après, on administrait un bol alimentaire, un repas test, via une sonde nasogastrique placée dans l'estomac de l'animal, et on mesurait les concentrations de glucose, d'insuline et de GLP-1 tout au long du passage des aliments dans l'anse alimentaire, puis après l'éclampage dans l'anse commune. Donc ce que vous avez pu observer, c'est que lorsque les aliments sont confinés dans l'anse alimentaire, donc ce qui est indiqué en rouge, il y a une très légère augmentation de la glycémie, il n'y a pas d'élévation des concentrations d'insuline et de GLP-1. Puis lorsqu'on retire le clan, permettant ainsi le passage des aliments dans l'anse commune, on voit que la glycémie s'élève rapidement, pour atteindre rapidement une phase de plateau, et donc stimule la sécrétion d'insuline et également
de GLP-1 lorsque les aliments arrivent dans la partie distale de l'iléon. Donc de ces expériences, on a pu montrer que dans l'anse alimentaire, finalement, le glucose est très peu absorbé, et cette absorption survient donc uniquement dans l'anse commune. Donc on a essayé de comprendre les mécanismes ensuite moléculaires qui pourraient expliquer ce défaut d'absorption dans l'anse alimentaire. Alors là, on a tout d'abord étudié les transporteurs au glucose. Donc il y a différents transporteurs, et notamment au niveau apical, il y a le transporteur SGLT1 qui est un cotransporteur actif sodium-glucose qui va permettre de faire rentrer le glucose dans l'entérocyte, qui diffusera ensuite par diffusion facilitée dans la circulation sanguine via GLUT2. Donc on a eu, un mois après le gastric bypass, donc on a sacrifié nos mini-pores et on a réalisé des biopsies au niveau des différents segments intestinaux, et on a étudié par RT-qPCR la quantité d'ARN codant pour ces différents transporteurs, et comme vous pouvez le voir, finalement il n'y avait pas de différence en termes d'expression d'ARN pour SGLT1 et GLUT2, qui sont les deux principaux transporteurs du glucose. On a pu observer une augmentation de GLUT1. Alors GLUT1, il est très peu exprimé normalement dans l'intestin. Il est présent à la face basolatérale. Effectivement, après gastric bypass, c'est quelque chose de connu. Il est induit, mais il intervient plus dans l'absorption du glucose de la circulation sanguine à l'entérocyte. Donc en gros, il n'y avait pas de modification des transporteurs qui nous intéressent en postprandial de ces transporteurs de glucose après gastric bypass dans l'anse alimentaire. Donc c'est un défaut d'expression de ce transporteur qui peut expliquer ce défaut d'absorption. Donc là, récemment, il y a toute une littérature qui est sortie en même temps qu'on écrivait le papier sur notamment l'effet de la bile. Et en fait, il y a ces expériences montrent que le fait de dériver la bile directement dans le jéjunum distal entraîne une diminution en fait, de l'excursion glycémique postprandiale. Donc on a émis cette hypothèse que c'était probablement la dérivation de la bile au niveau de l'anse alimentaire qui pouvait expliquer ce défaut d'absorption au niveau de cette anse. Et donc on a réalisé de nouvelles expériences qui consistaient donc à isoler une portion de l'anse alimentaire, donc représentée en rouge, d'injecter une solution contenant du glucose et du xylose. Alors on a choisi le xylose. En fait, le xylose c'est un pentose qui est absorbé par les mêmes transporteurs que le glucose, mais qui n'est pas métabolisé finalement, qui reflète l'absorption et qui est utilisé en pratique clinique pour évaluer les maladies malabsorptives de l'intestin. Donc on a injecté donc, du glucose et du xylose dans l'anse alimentaire, et comme vous pouvez le voir, le fait d'injecter du glucose et du xylose, il n'y avait pas d'élévation des concentrations sanguines, comme ce qui était précédemment décrit avec nos plantes. Et donc pour vérifier l'effet de la bile, nous avons donc prélevé au bout de 30 minutes de la bile directement dans la vésicule biliaire de l'animal, que nous avons ensuite réinjecté dans cette anse alimentaire contenant du glucose et du xylose. Et comme vous pouvez le voir sur ces courbes, le fait de rajouter de la bile a permis de restaurer l'absorption au niveau de l'anse alimentaire. Alors après, il s'agissait de savoir si cet effet de la bile, par quel transporteur du glucose s'était médié. Et du coup, pour cela, nous avons utilisé la fluorescine. Alors la fluorescine, c'est un composé qui est présent dans la pomme, par exemple, et qui est un inhibiteur sélectif de SGLT1. Donc on a rajouté à cette solution glucoxylose cette fluorescine, et le fait de rajouter la fluorescine inhibait donc l'effet de la bile sur l'absorption intestinale. Donc au total de ces expériences, il semblerait donc que la bile, que ce défaut de bile puisse expliquer le défaut d'absorption du glucose dans cette anse alimentaire. Alors après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui dans la bile permet d'expliquer, et qu'est-ce qui permet d'expliquer l'absorption. Alors là, on est revenu à la physiologie finalement qui est ancienne, qui est bien connue, c'est l'absorption finalement du glucose au niveau intestinal requiert du sodium, donc c'est 2 moles de sodium pour 1 mol de glucose absorbé. C'est les solutions qu'on utilise de réhydratation, qui sont des solutions mixtes glucose plus du sel. Et donc, pour voir s'il y avait donc on a tout d'abord mesuré le contenu en sodium dans les différents segments intestinaux. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite, la concentration de sodium était drastiquement diminuée dans l'anse alimentaire par rapport à l'anse biliaire et l'anse commune. Donc après, pour vérifier si ce défaut de sel pouvait expliquer ce défaut d'absorption, on a reproduit les mêmes expériences que précédemment décrites avec la bile, mais cette fois-ci on a remplacé la bile par le sodium, et le fait de rajouter du sodium permettait de restaurer l'absorption des sucres au niveau de l'anse alimentaire. Donc ces expériences, elles étaient réalisées sur des animaux qui étaient endormis sous anesthésie générale. Donc on a effectué des repas tests, cette fois-ci chez des mini-porcs à l'état vigile, en comparant un repas test standard avec un repas test enrichi en sel. Et là, comme vous pouvez le voir, le fait de rajouter du sel, donc ce qui est en bleu, dans le repas test a entraîné l'augmentation de l'excursion glycémique et de l'excursion du dexylose en postprandial.
Enfin, on a voulu vérifier donc, nos résultats en regardant chez l'homme ce qui se passait, et on a pu effectivement montrer que le gastric bypass chez l'homme diminue l'excursion postprandiale de xylose, était associée à une diminution de l'excursion glycémique, tout en conservant en augmentant la sécrétion d'insuline et de GLP-1. Donc, en conclusion, dans cette étude, nous avons pu montrer que le gastric bypass, qu'après gastric bypass, le glucose n'est plus absorbé dans l'anse alimentaire, que l'absorption se déroule dans l'anse commune, là où le bol alimentaire rencontre le sodium qui est apporté par la bile. Et enfin, donc, cette étude nous a permis de déposer deux projets. Un projet variacel dont l'objectif est d'évaluer l'influence du contenu en sel des repas après gastric bypass, et un autre projet interrégional, un PHRC, donc l'objectif qui vient d'être accepté, et sera de comparer en fait les différents types de longueur d'anse, et notamment sur leur efficacité dans la prise en charge du diabète de type 2 chez nos patients obèses. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, cette communication est ouverte à discussion. Est-ce qu'il veut prendre la parole? On a couvert des sujets tout à fait différents dans cette deuxième session, mais tout aussi intéressants pour les chirurgiens. Madame? Petite question sur le dumping. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on peut changer nos recommandations aux patients qui font du dumping? Est-ce qu'il peut leur dire de ne pas mélanger sucré, salé pour éviter le dumping? C'est un peu le message, c'est effectivement ne pas mélanger c'est un peu le message du papier, c'est ne pas mélanger le sel et le sucre. Donc là, c'est pour ça qu'on fait une étude d'évaluation justement chez les sujets, chez l'homme, en fait, l'effet du sel, en comparant deux types de repas test, un repas test standardisé avec un repas test enrichi en sel pour voir effectivement s'il y a un effet notamment sur le dumping après la chirurgie. C'est très intéressant, merci. Je propose que... Une dernière question. Enfin, ça, je trouve que tout ce que vous faites là, pour l'instant sur le gastric bypass est très intéressant, et on voit arriver des nouveaux traitements du diabète. La chirurgie à l'aide du diabétique. Alors qu'avant, le diabète était une contre-indication à la chirurgie. Et en fait, ça illustre aussi le rôle des transporteurs, parce que comme vous dites, il y a de nouveaux médicaments, notamment les inhibiteurs de la SGLT2, qui est un transporteur du glucose au niveau rénal, et donc c'est les nouvelles classes thérapeutiques qui sont arrivées dans le traitement du diabète, et qui auraient aussi une action, notamment sur SGLT1 au niveau intestinal. Donc l'idée, en fait, c'est soit vous bloquez l'absorption du sucre et vous augmentez son élimination au niveau rénal. C'est un peu là la nouvelle recherche sur les traitements antidiabétiques. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ce travail.